Très heureux de savoir que vous êtes là, mesdames et messieurs, dans ce numéro de notre émission Les Dossiers. Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons parler du concept connu de tous, la guerre économique. La guerre économique, ce concept, tout le monde l'entend comme ça. Et nous voulons décortiquer, dénicher la finalité, c'est quoi quand quand on parle de la guerre économique. Est-ce qu'il y a effectivement la guerre économique? Ça existe, effectivement, oui. Mais en République démocratique du Congo, pour le cas d'espèce, est-ce qu'on peut parler effectivement de la guerre économique et quelle serait alors la finalité? C'est dans ce sens que nous allons inviter pour décortiquer cette thématique le professeur Joe Sekimonyo Muntabazi. Avec lui, nous allons tabler sur certains points. Cher professeur, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez très bien? Au rythme du pays. Très bien. Alors, pour ce qui nous concerne, en parlant de la guerre économique, est-ce que ça existe effectivement? Oui, il y a la guerre économique, mais c'est qu'il y a la confusion entre les gens. La guerre pour des raisons économiques et la guerre économique, c'est deux différents sujets. Voilà. On tend à mélanger en RDC. C'est pour cette raison que nous voulons vraiment parler beaucoup plus sur la guerre économique. Et ici, vous dites qu'on fait l'amalgame entre la guerre pour des fins économiques et la guerre économique. Mais est-ce qu'on peut parler de la guerre économique en RDC? Oui, mais pour le faire, il faut parler de deux. Par exemple, un exemple, là, le Rwanda nous fait la guerre pour des raisons économiques. Mais est-ce que c'est une guerre économique? Non. Ce n'est pas une guerre économique? Non. C'est pas une guerre économique. Nous, on avançait, on devait pousser le Congo à faire plutôt une guerre économique. Ça veut dire la guerre économique, c'est diplomatique, mais ce sont des cadres financiers économiques dans lesquels vous pensez lancer des offensives pour déranger l'économie de notre pays. Par exemple, des sanctions économiques. Quand vous voyez, par exemple, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, l'Europe a commencé par la guerre économique, faisant des sanctions économiques. Mais qu'est-ce qu'a fait aussi la Russie? Il a fermé le robinet du gaz. Il a contre-attaqué économiquement. En RDC, jusque-là, si on devait faire la guerre économique contre nos voisins, surtout le Rwanda, on n'aurait pas eu la perte de vies humaines, on aurait gagné cette guerre. Dès le début. Un exemple, c'est l'Ouganda. Il y a le Rwanda qui a voulu faire des blagues avec le Rwanda à un certain moment. Et le Rwanda a décidé qu'il va construire l'autoroute de Bunagana à Goma, qui allait couper un flux économique au Rwanda. Qu'est-ce qu'a fait Kagame? Il a cherché le fils Museveni pour voir le père et demander cesser le feu. Nous, quand la guerre a commencé, on avait dit qu'il faut des sanctions économiques contre le Rwanda parce qu'on peut sanctionner et frustrer l'économie rwandaise plus que même les États-Unis. Mais on n'a pas fait. On a fait la guerre armée. Jusqu'aujourd'hui, on continue à utiliser les armes, le fusil, au lieu de s'attaquer sur le plan économique. Parce qu'on sait que le Rwanda nous fait la guerre pour des raisons économiques. Pourquoi pas nuire à cette idée qui fait du Rwanda aujourd'hui Rwanda, cette symbiose entre Hutu et Tutsi et le Twa. C'est avec cette notion de promesse d'un développement économique. Alors, on devait faire une guerre économique. Est-ce qu'on peut toujours la faire? Aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, c'est d'ailleurs la question de beaucoup de gens. Est-ce que la RDC est capable de mener une guerre économique contre le Rwanda aujourd'hui où nous parlons? Aujourd'hui, c'est compliqué parce que normalement, on devait la faire. Il faut comprendre que la frontière entre le Rwanda et le Congo, du point de vue Goma, c'est pas beaucoup. C'est pas tout, c'est un petit cadre. Ça veut dire qu'on pouvait aller vers l'Ouganda et le nuire économiquement. Mais qu'est-ce qu'a fait le Rwanda? Il a compris qu'on a parlé d'économique, il est allé en Ouganda, il est entré par Bunagana. Ça veut dire que ça nous a paralysé notre habileté de le nuire. Aujourd'hui, on peut toujours faire la guerre économique, mais ça va demander, comme j'ai toujours dit, la bombe atomique, la formule c'est à l'Internet, l'expertise. Ça demande maintenant une expertise de haut cadre, de haut niveau, pour comprendre ce système, comment frapper le Rwanda économiquement et nuire tout le monde qui est derrière lui. Ça peut se faire, mais c'est devenu beaucoup plus compliqué que c'était hier. Alors, comment se passe cette guerre économique, cher professeur? Parce que c'est un peu compliqué pour beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent.
qu'on parle de... Je donne un exemple. Au début, la recommandation, c'était dire tout citoyen congolais et toute compagnie enregistrée en RDC est interdit de faire de business avec tout citoyen rwandais ou compagnie enregistrée au Rwanda. Alors, on sait beaucoup de compagnies sont au Rwanda pour faire des entrées au Congo. Hein? On a vu Volkswagen qui était là-bas. Ça allait maintenant mettre en doute les investissements. Regardez les investissements du Qatar à l'aéroport rwandais. C'est un peu pour faire du Rwanda le centre pôle. Mais le plus grand marché, c'est le Congo. Mais si on interdisait ce contact-là, le Qatar allait perdre d'argent. Il allait dire au Rwanda, Kagame, dans un langage qu'il a peur de s'arrêter. Les sanctions qu'on devait imposer, c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On doit comprendre comment le système rwandais fonctionne. Tout utiliser ces financements dans le futur. On ne doit pas pleurer que le Rwanda nous attaque. On doit aller chercher ces gens-là et les offrir mieux que ce que le Rwanda les offre. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, accompagné d'armes à feu, des bombardements et consorts, de pertes en vies humaines, mais en même temps, on est en train de voler ou de piller des richesses naturelles de la RDC. Ça s'appelle comment? Non, ça c'est, on n'a pas, voyons voir, est-ce qu'on est en train de piller les richesses de la RDC? Non, on brûle le feu, c'est comme brûler le feu et le gibier court de l'autre côté. Quand on tire, vous savez que quand on tire, il y a la guerre au parc Virunga. Les gorilles vont au Rwanda. Dès qu'il y a cessé le feu, vous savez ce qu'ils font les gorilles? Ils rentrent en RDC. Est-ce qu'on a payé les gorilles? Non, c'est la survie économique des citoyens de cette partie de la RDC qui font que les échanges économiques vont de ces pays-là. Mais il y a des questions aussi à se poser. Regardez le Congo, je pense qu'on nous a cité le 8e ou 9e armée africaine. Hein? Mais comment cette armée qui est, je crois, 40e ou 20e de l'Afrique, nous malmène sur le champ de guerre? Ça veut dire qu'on a fait la guerre avec, on a tellement de muscles, mais on n'utilise pas la cervelle. On doit changer la donne. Au lieu de recruter les jeunes partout pour joindre l'armée, on devait plutôt recruter les scientifiques. Pas joindre l'armée avec la balle, des forums économiques pour dire comment, qu'est-ce qui fait qu'on a une armée plus puissante que le Rwanda, mais ils nous mènent sur le terrain. Ça veut dire que ce n'est pas l'armée, le muscle, c'est plutôt la stratégie, l'intelligence qui nous manque. Et j'ai toujours conseillé, on doit arrêter de recruter les jeunes pour dire allez se battre à l'Est. On n'a pas les moyens d'avoir une grande armée. Mais on doit se dire ouvertement comment une armée plus petite que la nôtre nous mène. Ça veut dire que c'est la guerre intelligence qu'on doit commencer. Et la guerre intelligence, elle doit être sur le plan économique. Comment nuire au Rwanda sur ces socles qu'ils ont signés tribal, intercommunautaire, qui est économique? On doit savoir comment la nuire. Et pour la faire, changeons la donne, changeons même l'expression de la crise. On dit qu'on a une crise sécuritaire, mais la crise sécuritaire va de pair avec la crise économique. Dans un pays, on dit pays à extrême pauvreté. Aujourd'hui, même vous de la média, je vous attaque. Je ne vous vois pas en train d'en parler. On ne peut pas résoudre la crise sécuritaire sans résoudre la crise économique. Aujourd'hui, toute crise sécuritaire, on la relie à une urgence militaire. On ne se dit pas, si on a la guerre, si on a les Mombodo ou je ne sais pas qui, c'est à cause de la pauvreté qui est extrême. Au lieu de le fouetter, il faut comprendre comment tuer ce feu avec l'économie locale, les opportunités en dehors de Kinshasa. On doit faire l'approche, la contre-offensive sur le plan international, économique et même entre nous. On doit comprendre nos problèmes. Comment c'est facile de recruter? Comment il y a tellement de maïmaï? Comment les jeunes sont prêts à juste se tuer ou à se faire tuer? C'est parce que la valeur humaine en RDC n'a pas la valeur humaine internationale. Le revenu, le taux de chômage est tellement bas. On doit avoir une approche économique. Tant qu'on parle de toute cette guerre, tant qu'on parle de la crise sécuritaire, sans la mettre dans un paradoxe au prisme économique, on va échouer. On va continuer à faire des dégâts. À un moment donné, le gouvernement congolais a cherché à engager cette guerre en interdisant, par exemple, la circulation des compagnies aériennes rwandaises en République démocratique du Congo. Et les gens avaient cru
que c'était quand même les débuts d'une solution pour résoudre les problèmes qui commençaient à ce moment-là dans la partie orientale, mais ça n'avait pas suffi. Ça n'a pas suffi parce qu'il faut regarder le président de la République sur le plan idéologique. Il a commencé la guerre, mais il n'a pas voulu faire mal. C'est idéologique. Pour une certaine raison, moi et lui, on est différents sur le plan idéologique de notre pensée de la guerre, de l'exceptionnalisme congolais. Par exemple, le président pense qu'il faut avoir des amis. Hein, on a la EAC, c'est la même chose que Kabila pense dans son groupe. Mais moi, je pense que pour qu'il y ait une paix dans la région, il faut que la RDC colonise l'Afrique centrale. Sans qu'on change cette idée idéologique sur le plan des relations internationales, on aura toujours un problème. Vous parlez de la colonisation, sur quel plan? Sur tout le plan militaire, surtout économique, culturel, on a colonisé l'Afrique centrale, sans qu'on la fasse. Et ils sont là, ils sont prêts pour nous pour la coloniser, parce qu'ils vivotent. Hein. Regardez, quand on parle de paix, on revient toujours à dire non, sur le plan militaire, hein, c'est interne. Sur le plan civil, interne. Mais quand on parle économie, tout le monde se dit qu'il faut une résolution régionale. Ça veut dire aussi de notre part, ils sont prêts à se faire esclaves de nous. Ils vivent par nous, pour nous. Le Burundi vient aujourd'hui, il vit de l'or de Fizi. Ils sont prêts à nous de le dire ce que nous on veut. Mais c'est encore idéologique. Tant que le régime en place, un régime, pas seulement de M. Tshisekedi, ne pense pas idéologiquement que notre devoir en tant que nation congolaise, en tant que citoyen congolais en Afrique, c'est coloniser l'Afrique centrale. Sur tout le plan, on aura toujours un problème. Mais est-ce que nous sommes encore au temps de la colonisation, sous n'importe quelle forme? Oui, la colonisation, elle a toujours existé depuis les Romains. Nous sommes au moment des échanges commerciaux, effectivement. Ça, c'est faux. Les échanges commerciaux, ça n'existe pas. C'est comme un pont. Les ponts ne bénéficient pas des deux côtés de la rivière. La notion coloniale, elle n'est pas la colonisation du nègre. Hein, ça a toujours existé. Le royaume Congo a colonisé d'autres. L'esclavagisme a toujours existé. Mais on doit la faire, ça a un nouveau goût moderne. Aujourd'hui, l'Afrique, la Franc-Afrique, c'est quoi? La Franc-Afrique, c'était une autre colonisation africaine, mais ce n'était pas au fouet. La colonisation, aujourd'hui, sur le terme, c'est un mot fort, mais ça existe. Aujourd'hui, si la Chine existe aujourd'hui, fait tête aux États-Unis européens, parce que ça s'est décolonisé. Et si les Américains sont fâchés parce qu'ils veulent recoloniser la Chine. La Chine, la mission aujourd'hui, c'est commencer aussi à coloniser les autres États. C'est pour ça que vous voyez le problème avec Taïwan. Quand vous voyez, qu'est-ce que les Américains sont en train de faire au Venezuela? Ils disent, on vient, on prend et le pétrole sera à nous. C'est une forme de colonisation. La colonisation, le terme en soi, ne va pas aller, mais c'est moderniser, ça devient moins sanglant. Très bien. Et nous, on doit se faire l'idée. C'est pas mal de coloniser les gens. On ne va pas les couper les mains comme Léopold II, mais on doit les coloniser. Ça veut dire les soumettre à nos caprices. Pas seulement à nos désirs, à nos caprices. Sans ça... Si je comprends très bien le professeur Dio Sekimonyo, il n'existait pas une guerre économique jusque-là entre la RDC et le Rwanda. Non, il existe une guerre pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques seulement. Ouais. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui là, d'après vous professeur, ça a commencé depuis quand? Ça a commencé, l'appétit rwandais, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Ça a commencé même du temps d'Abiyarimana. Mais il n'était pas aussi fort que ça. Abiyarimana voulait le Massissi. Abiyarimana avait compris le content. Il voulait le Massissi. Il y a des politiciens qui sont allés en prison parce qu'ils ont refusé de signer avec Mobutu de donner cette partie de la région. Les gens ne savent pas. Quand Kagame vient, il a besoin de la survie. Tout ce qui va exister pour le Rwanda, pour qu'ils existent, il faut un développement économique. C'est ça sa promesse qu'il a fait. De toutes les manières possibles. Et où il va en tirer, c'est d'être le pont entre les compagnies étrangères, tout ça, et la partie est de la RDC. Et si ça existe, c'est la faute de Mobutu. Mobutu n'a pas désenclavé la RDC pour des raisons militaires, tout ça. Hein. Si on désenclavait la RDC, on serait en mesure aussi d'être à l'abri de tous ces problèmes. Hein. On a colonisé quelque part l'Angola.
Pour les Américains, on a aidé Savimbi. Ça veut dire, ce que nous, on a fait hier en Angola, c'est ce que les autres font aujourd'hui pour nous. Sur nous plutôt. Alors c'est à nous de penser, est-ce qu'on va toujours pleurnicher ou on doit se revenir du temps où on connaissait tout le monde? Alors, est-ce que les ressources naturelles de la RDC seraient au cœur quand même de ça? Les ressources naturelles de la RDC seraient au cœur de ça. Mais c'est notre problème. La RDC, regardez aujourd'hui le deal américain. Ils volent la RDC, mais ils volent les Rwandais. Les gens me demandent ce que je veux dire. Ils disent, oui, ils ne viennent pas chercher les Congolais. On n'a pas les mesures, le capital humain, de faire ce qu'eux veulent. Microsoft ne viendra pas en RDC. Pourquoi? Il va au Vietnam. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le capital humain. Tout ce qu'on a, c'est le matériel qu'eux, ils veulent. Mais ils n'ont pas besoin du Congolais. Et de l'autre part, le Rwanda n'a rien, mais il a le capital humain. Alors, on vient au Congo, on prend le Congo, on s'en fout du Congolais, mais pour faire le business, pour des raisons culturelles, il va chez le Rwandais qui comprend ce qu'il veut et comment il veut. Jusqu'à le jour où on va arriver où on saura mettre le Congolais en avant. C'est que si tu viens au Congo, tu dois vouloir du Congolais en premier et du Congo en second. Alors, comment cela s'explique-t-il? On aime ce qui est au Congo, mais on n'aime pas les Congolais. Parce que le Congolais en soi, il n'a rien à offrir. C'est notre système d'éducation, c'est notre culture, c'est notre vision, c'est notre place dans le monde. Même aujourd'hui, quand vous voyez tout le discours, même dans la presse, on parle de Congo, on ne parle pas congolais. Même la Banque centrale que je taquine, il parle de stabilisation de la monnaie. Il ne parle pas de l'économie. Les indicateurs microéconomiques, on n'en parle pas. On ne parle pas du taux de chômage. On ne sait même pas combien de Congolais existent en RDC. On ne sait pas, on n'a pas fait le census. On ne sait pas le chômage. On parle de l'informel comme si c'était un péché. Au moment où les pays comme l'Italie ou la Chine, la grande partie de leur économie, c'est informel, mais c'est une informelle développée, moderne. Alors, nous, quand on parle du Congolais, on le fouette. Mais qu'est-ce qu'on dit? On veut les investisseurs. Pourquoi on veut que les investisseurs viennent en RDC? Pour faire quoi? On m'a parlé de la zone industrielle, on fait les carreaux là-bas. C'était Coca-Cola, on fait les carreaux. Des Maluku. Ouais, mais il n'y a pas de recherche scientifique. On n'est pas en train d'apprendre aux Congolais de nous donner les outils pour avoir une certaine valeur sur la chaîne commerciale internationale. Non, même nous-mêmes, les gens vous appellent, même en cours de route, vous disent il faut chercher des investisseurs parce qu'on a quoi? Les minéraux. On ne vous dit pas que la valeur, les ressources la plus négligée en RDC, c'est la majorité des jeunes qui sont là, ce sont des grands moteurs, mais vides de carburant. Alors, professeur, jusqu'à quand ça va continuer cette logique de s'intéresser rien qu'à la richesse de la RDC et non pas aux propriétaires de cette richesse? C'est à nous de savoir, de penser. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de cette façon idéologique? On parle de la RDC comme si c'était la Belgique qui nous connaissait. Hein? C'était la métropole qui tire. Hein? Et on échange la paix pour une autre forme de colonisation. Et le plus grand problème, c'est le système et les critères de sélection des gens qui parlent pour nous. On n'a pas un problème de leadership. On n'a pas un problème de gouvernance. On a plutôt un problème d'apprendre ou de calibrer, de changer de système de sélection. Je taquine, je dis, est-ce qu'un Bumba qui aime probablement sa famille et sa femme, tout ça, un monsieur peut-être gentil dans sa vie privée, est-ce que Bumba serait un gouverneur de la ville de Kinshasa s'il était élu au vote direct? Non, je ne pense pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il ne présente pas un plan de développement ou son objectif de politique économique. Le plus fondamental qu'on a un problème, c'est le système et les critères de sélection de ceux qui parlent pour nous. Comment les choisir? Quelle est la discussion qu'on fait pour arriver jusqu'à ce point-là? Parce que je peux bien parler, mais à la fin de la journée, ma position idéologique, elle est toujours minoritaire et négligée parce que les enjeux, hein, la compétition, ce n'est pas celui des idées. C'est le regroupement des gens, les regroupements tribaux, identité culturelle. Tant qu'on ne respecte pas la science, tant qu'on n'ouvre pas le système de sélection qui devient moderne, hein, la compétition des idées, on ne va jamais arriver à ce point-là. Et si on arrivait, ça sera par hasard, on va retourner encore de là où on est.
Alors, selon vous, les principaux acteurs de cette guerre à vocation économique seraient qui? C'est nous. En premier, c'est le citoyen congolais. Et les autres ont compris nos failles. Hein. Ils profitent de nos failles. Quand vous regardez, par exemple, à l'Est, quand il n'y a pas la guerre, il y a la pauvreté à Goma. Pourquoi? Tous les revenus viennent à Kinshasa. Et qu'est-ce qui arrive à Kinshasa? Les chefs arrêtent les gens. Ça veut dire on vole tout. On vole tout. Alors, comment vous pensez ça? Chabunda, Walikale, il y a de l'or. La compagnie qui prend de l'or à Walikale ou à Kisangani, tout ce qu'ils font, c'est payer la taxe à Kinshasa. Et l'argent ne vient pas. Et autour de ces mines d'or, c'est la pauvreté primitive. Et c'est ça qui crée la frustration. C'est ça qui crée la frustration. Alors, qu'est-ce qui a cimenté tout ça? C'est la Constitution. C'est pour ça que je continue à dire on doit revoir la Constitution. Pas pour des fins politiques, mais pour des raisons de développement économique. Cette Constitution, oublions que ça a été fait par les étrangers. Même pour le développement économique de la RDC ou le fait économique de la République démocratique du Congo, il faut arriver à revoir la Constitution. Oui, par exemple, aujourd'hui, la Constitution dit qu'on coexiste en RDC en tribu. Le président doit s'assurer la coexistence socioculturelle. Ça, qu'est-ce que ça dit? Ça donne une excuse à tout fou. Si je te tire dessus, on peut m'arrêter. Mais si je te tire dessus, je dis tu n'aimes pas les Hutus, tout ça, je défendais les Hutus, on peut aller où c'est? Au dialogue. Parce que la Constitution garantit cette excuse-là. Alors on doit effacer ça, on doit coexister en RDC en tant que citoyen congolais. On ne peut pas avoir un ministère des Affaires coutumières. Ça veut dire, les affaires coutumières, ça veut dire quelqu'un il est supérieur en quelque sorte d'un autre Congolais. On doit enlever cela. On doit faire aussi que les ressources restent à la base. Pas retenues, mais certains textes restent à la base. Des décisions doivent rester à la base. On ne doit pas avoir la décentralisation, ni le fédéralisme non plus, mais on doit avoir la dévolution. On doit même redessiner nos provinces, pas sur base culturelle, mais sur base économique. Ça veut dire, les constitutions, si vous lisez aujourd'hui la constitution, même la protection de la presse, aujourd'hui on peut vous arrêter. Mais moi je dis non, comment on va avoir un quatrième pouvoir, qui est le média, qui peut être arrêté par le premier pouvoir ou le deuxième? Alors, on doit revoir la constitution pour même protéger le quatrième pouvoir. Sans qu'on ait un quatrième pouvoir qui est aussi fort que les autres pouvoirs, on va se retrouver dans la même situation. On doit revoir la Constitution, même pour protéger la presse. On ne peut pas t'arrêter parce que c'est ce que tu as dit. Tu devais plutôt avoir une protection et dire pour des raisons administratives entre les membres de la presse, hein, qui peuvent punir un autre membre de la presse. On ne doit pas arrêter, on ne doit pas museler la presse ou faire peur de la presse qui s'auto-censure. C'est le quatrième pouvoir. Alors, tout ça, ça doit être dans la Constitution pour des raisons communes. Il faut que la presse soit en mesure de dire tel a détourné. Si c'est faux, bah, c'était faux. Il faut prouver. Non. Si c'est faux, il faut prouver qu'il n'a pas détourné. C'est un adulte, il travaille pour l'État, c'est pas aussi mal que ça. Si on dit, aujourd'hui on devait dire, non, le président a détourné, on fait des enquêtes pour que le président détourne. Et peut-être il a détourné. Mais si c'est pas ça, c'est juste une pratique démocratique. On ne doit pas avoir peur de ne pas avoir raison. Les découvertes, ça arrive dans le pays où c'est permis de faire des erreurs. Alors, professeur Dio, si je vous comprends très bien, tant que les richesses existeraient toujours en République démocratique du Congo, l'insécurité ne s'éloignera pas de nous. Tant qu'on ne définit pas l'insécurité comme un problème économique, ça va continuer. L'insécurité aussi comme un problème économique. Oui, parce que l'insécurité existe en RDC, ce n'est pas une urgence militaire, c'est plutôt la pauvreté. Quand vous regardez à Kinshasa, les quartiers pauvres, c'est là aussi il y a des Kuluna. Tant qu'on ne parle pas économie, ça ne va rien changer. Quand on va commencer à parler économie, on va l'attacher, pas à la République, mais aux citoyens congolais. Tant qu'on n'attache pas aussi l'économie aux citoyens congolais, à la terre, on parle comme si on était un État, c'est la métropole qui dirigeait. On doit parler congolais, on ne doit pas parler macroéconomie, on doit parler microéconomie. Le panier de la mesure, le taux de chemin. Tant que vous, de la presse, vous négligez de mettre en premier
le microéconomique, le citoyen congolais, le problème du citoyen congolais, et vous n'exercez pas et abusez de votre rôle en tant que quatrième pouvoir. Nous, les autres qui sont soi-disant intellectuels, on n'aura pas de champ libre pour exposer le Congolais dans la solution de ce qui est le vrai problème. Non, non, moi je parle de l'insécurité avec des armes qui crépitent, par exemple, dans la partie orientale. Vous voyez, vous l'avez même dit, il y a beaucoup de gisements, il y a des minerais par-ci, par-là, beaucoup de richesses sous-sol d'ailleurs. C'est ce que je disais. Est-ce que tant que ces richesses existeraient, l'insécurité ne s'éloignera pas? Vous n'avez pas compris. Tant qu'on ne parle pas du Congolais, sur le problème économique du Congolais, ça veut dire qu'on ne sait pas quoi faire de ces richesses. Mais c'est parce que c'est ce qui nous attire quand même de la convoitise, même auprès des voisins. Ce n'est pas ce qui attire la convoitise. Nos minéraux ne sont pas si rares que ça. Ils sont partout en Afrique. L'Afrique du Sud produit du diamant. Il y a beaucoup de pays qui produisent. Les pays où il y a le problème, c'est là où ceux qui ne savent pas définir leurs priorités. Ceux qui ne savent pas définir leurs priorités. Tant que, depuis l'indépendance, on ne parle pas de politique économique. Tant qu'on ne parle pas de nos priorités, qu'est-ce qu'on va faire? La GKMIN a fait des années à produire. Pourquoi c'est tombé en faillite? Parce que ça servait à un régime, pas à une politique de développement. Inga, on a eu Inga. C'était pour mettre juste la lumière dans la maison de temps. Ce n'était pas un outil pour l'industrialisation de la RDC. Et pour parler de l'industrialisation du Congo, de la RDC, c'est le Congolais, hein, les moyens qu'il peut faire. Sinon, on aura des compagnies qui viennent ici, qui produisent et nous vendent ou exportent, sans nous, avec nous au minimum. On doit parler congolais, on doit parler de nos intérêts. Qu'est-ce qu'on va faire de ces richesses-là? Parce que la plus grande richesse, avant les sous-sols, c'est la tête. Tant que la richesse première n'est pas la tête, le sous-sol, tout le monde va venir ici, il nous voit en train de marcher. Vous allez à Chikapa. Qu'est-ce que le diamant de Chikapa a transformé en Chikapa? Rien du tout. On va venir, on vient vous voir dans votre pays. Où vous marchez, vous mourrez de la faim sur le minerai. Qu'est-ce que vous voulez que les autres font? Voilà. Alors, on doit parler congolais. Quand on parle congolais, on va définir qu'est-ce qu'on veut faire de ces minéraux. Très bien. Alors, la finalité de tout ça? La finalité, elle est un peu... Il y a deux choses qu'il faut dire. D'une part, c'est décevant de voir qu'on vient dans un pays où il y a l'extrême pauvreté, mais il n'y a pas de forum, il n'y a pas des émissions pour dire qu'est-ce qu'on doit faire pour nous guérir de l'extrême pauvreté. Ça veut dire qu'on n'a pas honte de cela. Mais de l'autre côté, c'est toujours un plaisir d'être invité, par exemple, par vous, ou quelqu'un m'arrête en cours de route. Ça veut dire qu'il y a quelque part, le Congolais sent qu'on doit changer le paradigme. Le Congolais sent ça mieux qu'il y a 2 ans. Le Congolais aujourd'hui, il est plus averti et plus exposé. Tout ce qui manque, c'est entre les gens qui pensent, ils se rencontrent et soient pris en valeur avec ceux qui font, les décideurs. On n'a pas besoin, moi je n'ai pas besoin d'un ministre. J'ai besoin d'avoir un ministre qui me comprend. J'ai besoin d'un gouverneur de banque comme moi je parle, qui ne sent pas que je l'attaque. J'ai besoin du président de la République que quand j'écris une note, selon la Constitution, l'article 60, il doit me répondre. C'est l'administration. Il a tout un staff. Tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, on a un problème. Mais, je continue à dire, j'ai toujours un grand plaisir quand vous m'invitez parce que ça me dit quelque part, je ne suis pas assez fou que ça. Voilà, mesdames et messieurs, vous comprenez, c'est le professeur Dio Sekimonyo Muntabazi, professeur d'université en dehors de la RDC et en RDC, c'est ça, non? Oui, on a créé une université en ligne, mais on a créé une université parce que j'ai tellement d'amis qui sont ailleurs, de la diaspora, qui ne veulent pas venir au Congo pour enseigner. On se dit, on crée une université où quelqu'un de Katakombe peut s'enregistrer et un professeur congolais au Japon peut enseigner. C'est ça qu'on est en train de travailler. Et aux États-Unis? Aux États-Unis, je fais beaucoup de recherches et quand les gens vont sur mon site, ils vont savoir où je suis et qu'est-ce que je fais dans la conférence. J'essaie de ne pas mélanger les deux. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Le dialogue est tellement en écart. Quand je suis au Congo, je ne parle pas de mes écrits à l'étranger. Je ne parle pas de ce qu'on me connaît à l'étranger. Alors, et ça, c'est un problème dans ça. J'aimerais un jour que je puisse aussi parler de ce que je parle à l'étranger ici et que les gens comprennent la discussion globale. Par exemple, la décolonisation
de l'économie mondiale. Très bien. Ou comment payer ou arrêter, comment on appelle ça, la pollution. Comment la RDC doit aller avec son propre agenda au lieu d'aller et de subir. Mais ça va arriver un jour. Ça va arriver un jour, effectivement. Alors, on va terminer. On revient sur les conséquences de cette guerre à vocation économique. Ça frappe tout le monde, du président de la République au dernier Congolais. Oui, malheureusement, le dernier Congolais ne se sent pas frappé. Comment ça? Parce que le président de la République et son staff ne savent pas nous raconter l'histoire comme il faut. On parle, il faut appuyer le chef de l'État, il faut être derrière le chef de l'État. Ils viennent d'une façon monarque. C'est un monarque. Au moment où le chef de l'État il a la responsabilité, c'est le premier citoyen, il devait être en mesure de nous raconter l'histoire d'une façon où chacun se sent impliqué. Oui, la guerre nous implique tous. Mais son équipe ne savent pas comment l'expliquer de la façon où moi et toi, on se sent concernés. C'est plutôt comment l'équipe gouvernementale explique. Ils viennent en imposant une histoire. Pour dire, vous devez être patriote. Et si tu n'es pas derrière le chef de l'État, tu n'es pas patriote. C'est ce qui est aussi ennuyeux. Ça veut dire qu'on demande une pensée unique. Le président de la République devait comprendre qu'il doit changer la rhétorique pour expliquer à mieux que quelqu'un de Mweneditu. C'est quoi le rapport de quelqu'un de Mweneditu et celui qui est à Uvira? Il y a une implication directe. C'est sur le plan économique. Il y a un moyen d'expliquer cette histoire pour que tout le monde se comprenne. Même les gens qui font la guerre, on devait leur faire comprendre combien de gâchis économiques il faut à la RDC. Ce n'est pas seulement les vies humaines, c'est aussi les opportunités économiques de toute la nation qui est au ralenti. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelques réformes urgentes qu'on doit mettre en marche pour sécuriser cette économie congolaise? On ne doit pas la sécuriser, on doit la moderniser. Une chose qui serait un peu plus facile, c'est de dédollariser le secteur public. Okay. Ça, c'est plus facile. Est-ce que c'est facile? Oui, c'est juste un ordre. L'État peut perdre de l'argent. Quand vous êtes à l'aéroport, vous payez le Go Pass. Je crois que c'est $50. Si on le mettait en francs congolais, et le franc congolais montait et descendait, mais on le paye en ces francs congolais-là. Comment on appelle ça? Le permis de conduire. Le permis de conduire plutôt. Ça veut dire que l'État garantit qu'il se bat pour la monnaie. Mais tant que c'est en dollars, ça veut dire que l'État a abandonné cette bataille pour la monnaie nationale. Même l'État, tout ce qui dit la stabilité, on n'y croit pas. Parce que lui-même, il ne veut pas de cette monnaie. On devait commencer par dédollariser le secteur public, pas privé. Montre aux Congolais que l'État lui-même fait confiance à la monnaie qu'il imprime. Très bien. Et à partir de cela, maintenant, ça va conduire à ce que je dis la triche. On peut créer la monnaie d'une façon endogène. On n'a pas besoin de la Banque mondiale pour créer la monnaie. On peut la créer et aussi de ne pas créer l'inflation. Mais d'abord, dédollarisons l'économie nationale, qui va commencer en premier lieu en dédollarisant le secteur public. Pour un long moment, ça doit prendre une année, tout ça, dollars, ça monte, ça descend, et l'État ne change pas ses taux. Très bien. On va avoir confiance. Après ça, on peut parler de comment faire la magie monétariste pour le bénéfice, pas pour la RDC, mais pour le bénéfice du citoyen congolais. Mais on a toujours dit, cher professeur, que l'économie congolaise, notre économie, reste jusqu'aujourd'hui extravertie. Toutes les économies sont extraverties. Oui, mais comment est-ce que ça va? Parce que tout ce qui sort là, ça ne doit pas quand même non, c'est pas se le produire en francs congolais. Toutes les économies sont extraverties. Le problème qu'on a, c'est ce qu'on exporte et ce qu'on importe. C'est ça le problème. C'est pas qu'on exporte la matière finie ou non finie. On ne crée pas la valeur dans ce qu'on exporte. Et ce qu'on importe, ce sont les produits de haute qualité. Par exemple, aujourd'hui, 30% de nos importations, ce n'est pas à manger. C'est quoi ça? Le gaz, le pétrole pour faire circuler cette masse de la population et on crée l'embouteillage. On doit réorienter, repenser. Pourquoi pas aller à l'électrique? Pourquoi aller dans une autre forme de moyen de faire bouger la masse? Ça veut dire quoi? Si on peut aller à l'électrique, on vient de effacer 30% du besoin de l'argent étranger, comme on dit ça en français.
des devises étrangères. Il y a moyen de dire on va résoudre notre dépendance extérieure à faire autre chose. Les matières, par exemple l'électronique, on importe beaucoup pour des raisons qu'on a besoin de la moderniser. Pourquoi on ne peut pas s'attaquer à ces, on va produire localement pour les Congolais, par les Congolais, avec l'intelligence congolaise. C'est ça qu'on doit s'attaquer. Ce n'est pas le fait d'être extraverti. Toutes les économies sont extraverties. Le plus extraverti, deux fois, c'est le meilleur. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la façon dont on est extraverti. Qu'est-ce qu'on envoie? Et qu'est-ce qu'on gagne en retour? Qu'est-ce qu'on achète? Pas qu'est-ce qu'on gagne en retour. Qu'est-ce qu'on achète? Ce qu'on achète à l'extérieur. Oui, parce que si les produits finis de haute gamme de qualité qu'on achète, ça veut dire que ça coûte beaucoup plus d'argent. Qu'est-ce qu'on envoie? Qu'est-ce qu'on vend? Il y a la faible participation du Congolais. Il n'y a pas la création de la valeur. On ne fait pas les batteries électriques. On ne fait pas des inventions. C'est ça qu'on doit parler. La notion d'extraverti, c'est, je ne sais pas qui a dit ça, et même le Premier ministre répète. Je veux dire, on a une connaissance de l'économie. Non, ce n'est pas l'extraverti, c'est plutôt la qualité structurelle. On a un problème structurel de notre économie qui va au-delà de l'extraverti. Merci beaucoup, cher professeur. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous aujourd'hui en parlant de cette guerre et de l'économie congolaise qui est toujours en danger? Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que mon nouveau credo que je chante, on doit commencer à utiliser la science dans tout ce qu'on fait. Il doit y avoir un raisonnement scientifique dans tout ce qu'on fait. Tant qu'on ne respecte pas la science, tant qu'on y va en train de faire du try-error, on essaye ceci, on essaye cela, tant on va faire des projets à court terme, en short to short, parce qu'il n'y a pas un fondamental de raisonnement. On doit respecter la science, on doit abuser des scientifiques, on doit pousser l'intelligence congolaise de participer dans cette guerre, même de nous guérir de l'extrême pauvreté. Et surtout, je vous attaque tous pour dire, ça m'énerve toujours que je passe ma télévision, que je te vois à la télé, je vois, tu ne parles pas de l'extrême pauvreté. On est le pays extrême pauvreté. Oublie la guerre. On en parlera prochainement. Comment lutter contre la pauvreté? L'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté. Ça, c'est mieux. Pauvreté, c'est mieux. On est dans l'extrême. On est dans l'extrême. Très bien, mesdames et messieurs, on a fini pour aujourd'hui avec le professeur Joe Sekimonyo. Vous voulez conclure par quelque chose? Une phrase, un mot, une idée? Non, je suis scientifique, on a tout un livre à parler, c'est toute la vie. Très bien. C'était là pour nous un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Entre-dessus cette émission, les dossiers, eh bien, prenez rendez-vous. On se retrouve tout prochainement. C'était là le professeur Joe Sekimonyo Mutabazi. À la prochaine. Au revoir.